Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, cette fois-ci, je vais faire quelque chose en plusieurs parties parce que j'ai pas envie de faire un épisode qui fasse des heures. Alors, nous allons nous intéresser à cet outil et ce moyen de gérer les basses fréquences qui a été inventé par Linkwitz dans les années 70, qui est un système généralement appliqué à la correction des basses fréquences dans un système hi-fi. Alors, c'est un sujet qu'on retrouve facilement un peu partout sur Internet, mais sur Internet, le problème, c'est qu'on retrouve toujours la même chose. On retrouve toujours le schéma de Linkwitz, quelques démonstrations, puis finalement, on retrouve toujours les mêmes trucs. Alors, on va étudier un peu de plus près ce truc, cet outil. On va le démontrer, on va retrouver le schéma que Linkwitz a créé, on va en définir d'autres, on va faire différentes applications, et on va essayer de voir si on ne peut pas le généraliser, si on ne peut pas trouver d'autres applications. Et donc, on va vraiment balayer tous les aspects possibles et imaginables de cette transformée et voir ce qu'on peut en faire. Alors, je vais probablement le faire en 3 parties. La première aujourd'hui sera dédiée aux haut-parleurs. Comment fonctionne un haut-parleur, les aspects mécaniques, les aspects électriques et les caractéristiques d'un haut-parleur une fois chargé en enceinte close. Et de là, on en déduira les problématiques et la solution apportée par Linkwitz. Dans les épisodes d'après, on fera de l'électronique pure, de la modélisation électronique, on essaiera de trouver différentes manières d'implémenter cette transformée, différentes topologies de schémas et différentes applications. Et on finira par voir comment on peut étendre cet outil-là dans d'autres domaines, comment on peut le fabriquer, dans quelle situation il fonctionne et dans quelle situation il ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas de miracle, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et quelles sont les limites pratiques de cet outil. Donc, on va commencer par le premier épisode, un peu de théorie, comment fonctionne un haut-parleur, les fondamentaux qu'il faut connaître et qui sont finalement très très simples à comprendre. Pour étudier les principes fondamentaux qui régissent le fonctionnement d'un haut-parleur, on va avoir besoin de quelques outils. Alors, je vais tenter de le faire le plus simple possible tout en expliquant quand même ce qui se passe dans la réalité. Alors, on va avoir besoin de survoler quelques domaines et je vais réduire au strict minimum les formules qu'on va utiliser et la simplicité de ces formules. La première formule, la première chose qu'on va utiliser, c'est une formule de mécanique. C'est la formule de Newton. Elle est explicitée ici. La formule de Newton, c'est vraiment la formule de base de mécanique qui régit les mouvements qui sont dus à des applications de force. Cette loi de Newton, qui est explicitée ici sous sa forme vectorielle, simplement signifie que le résidu des forces appliquées à un objet va faire accélérer cet objet d'une manière plus ou moins forte selon sa masse. Voilà, ça ne veut pas dire plus que ça. Simplement, ici, c'est une application vectorielle parce que les directions des forces vont influer dans le résultat final. Si on appuie de chaque côté d'un objet avec la même force, l'objet ne va pas bouger. Le résiduel des forces sera nul. C'est pour ça que c'est une formule vectorielle. Alors, cette formule, on va l'appliquer à un haut-parleur. Et même ici, on va faire un cas plus particulier, un haut-parleur dans une enceinte close. Alors, comment se présente un haut-parleur dans une enceinte close? Alors, on va représenter le haut-parleur à peu près comme ça. Voilà. Suspension. Voilà. Et le haut-parleur, lui, il est dans une enceinte close. Ah. Dans ce haut-parleur, il va y avoir toute une partie mécanique qui va agir à partir du moment où on va mettre un courant dedans. Alors, pour appliquer la loi de Newton, il faut d'abord faire le bilan de toutes les forces qui vont s'appliquer sur la membrane, parce que c'est son mouvement qui nous intéresse. Toutes ces forces, je les ai explicitées ici. Elles sont au nombre de 3. Tout d'abord, il y a évidemment ce qui fait mouvoir la membrane, c'est-à-dire c'est la force due au courant qui est envoyé dans le haut-parleur. C'est cette formule-là. C'est la formule de Lorentz qui explicite une force en Newton en fonction du courant qui circule dedans et du champ magnétique. Ici, la force,
sous sa forme vectorielle, c'est IL, L étant la direction du courant, vectoriel B. Le produit vectoriel indique simplement sa direction. Alors, dans le haut-parleur, le système est fait de telle sorte que la force, elle, est dirigée dans un sens ou dans l'autre sur l'axe du déplacement de la membrane. Donc, voilà, donc on ne s'occupe pas ici de l'aspect vectoriel, c'est fait de telle sorte que la force magnétique soit dans le bon sens. Ça, c'est la première chose, c'est la source du mouvement. Et en plus de ceci, il y a tout ce qui va s'opposer au mouvement. La première chose qui s'oppose, la plus simple, ce sont les forces de rappel dues aux suspensions. C'est l'équivalent ressort. Alors, les suspensions sont constituées donc de la suspension périphérique, du spider, qui sont deux ressorts qui sont mis en parallèle. Et comme ici on est dans une enceinte close, il y a un troisième ressort, c'est le volume d'air qu'il y a dedans. Voilà. Ce ressort sera d'autant plus influent que le volume sera petit. Donc ici on a trois sources de ressorts qui sont cumulées sous la forme d'un ressort résiduel, et ce ressort résiduel va s'opposer au mouvement induit par le courant. Et cette force qui est ici T est fonction du déplacement de la membrane, il est proportionnel au déplacement de la membrane. Si on avance de 1 cm, la force de rappel sera de temps, si on avance de 2 cm, elle sera double. Et elle est négative parce qu'elle s'oppose au mouvement. On considère que le mouvement est dans la direction positive et toutes les forces qui vont s'opposer sont dirigées dans l'autre sens. Donc c'est ici les forces de rappel du 1 ça. Il existe une troisième force qui sont des forces de perte, qui sont des forces dites de viscosité. Ce sont des forces qui sont proportionnelles non pas à la position mais à la vitesse. Ce sont des freins visqueux. Et c'est ici ce qu'on a fait sous la forme une force visqueuse négative parce qu'opposée au mouvement, une constante fois la vitesse. Voilà les trois types de forces qui vont s'appliquer dessus. Donc c'est extrêmement simple. Toutes ces forces, bien entendu, sont toutes orientées sur l'axe X. Je considère l'axe du mouvement comme étant un seul axe. Donc l'aspect vectoriel devient un aspect scalaire parce qu'il n'y a qu'une seule coordonnée. C'est le cas le plus simple qu'on puisse imaginer au niveau géométrie des forces. Elles sont toutes collinéaires avec des sens opposés selon si c'est une force motrice ou une force de résistance au mouvement. Voici donc les trois forces qui vont s'appliquer au système. Le poids, par exemple, de la membrane, lui, est dirigé à l'orthogonale, si le haut-parleur est mis comme ça. Le système est fait de telle sorte que le poids, lui, ne va pas influencer le mouvement. Et le haut-parleur est fait de telle sorte qu'il n'y a vraiment qu'un seul degré de liberté de mouvement et une force orthogonale, par exemple, ne viendrait pas influencer. Si vraiment elle influençait, c'est que le haut-parleur serait vraiment très très fragile et ça poserait vraiment des problèmes de tangage et de fonctionnement erratique quasi inutilisable. Donc ça, c'est le peu de mécanique qu'on va avoir besoin. Bon, alors maintenant, j'ai appliqué la loi de Newton à toutes ces forces. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Voilà, alors là c'est la formule de Newton, appelée aussi relation fondamentale de la dynamique dans certaines écoles. Donc on applique cette formule. La formule c'est quoi? C'est moins kx, qui est la version de ressort, moins, j'appelle rmv, qui est la vitesse, plus ilb, ici tout est mis dans le sens de déplacement, est égal à la masse fois l'accélération. Il n'y a plus de notion de vecteur parce que tout est dirigé dans le même sens. Okay. Alors, je vais retourner ça pour mettre tout ce qui est lié au mouvement d'un côté et tout ce qui est lié au reste de l'autre. Tout ce qui est lié au reste, c'est le ILB. C'est tout ce qui est dû à l'aspect électrique de la chose. C'est pas lié au mouvement de la membrane. Tout ce qui est lié au mouvement de la membrane, c'est sa position, sa vitesse et son accélération. Ça, je passe tout ça de l'autre côté. Ça va faire MA plus RMV plus KX. Voilà. Ouais. Vraiment difficile de faire plus simple que ça. Alors, qu'est-ce que la vitesse, si ce n'est la variation de la position par rapport au temps? Qu'est-ce que l'accélération, si ce n'est la variation de la vitesse par rapport au temps, ou la variation de la position par rapport au temps? Cette fonction est valable tout le temps. Quand on est en mouvement, la position, la vitesse et l'accélération, c'est des fonctions du temps.
c'est-à-dire la membrane, bouge dans le temps. Donc ces variables x, v et l'accélération sont des variables liées au temps, ainsi qu'évidemment le courant. Donc cette équation-là relie des grandeurs variables entre elles, le courant avec des choses qui relient position, vitesse, accélération. Alors, avec ce que j'ai dit précédemment sur les relations entre la vitesse, accélération et position, on peut réécrire ça sous une autre forme. Sous la forme B, L, I de T, qui est égale à la masse fois l'accélération. L'accélération, c'est 2 fois la variation de x. Enfin, c'est la variation de la variation de la position. C'est-à-dire que c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Voilà, on va l'écrire sous la forme habituelle d de x sur dt de t. C'est la dérivée de seconde de la position. C'est la définition même de l'accélération. C'est la variation de la position. La vitesse, c'est simplement la dérivée de la position. Donc c'est dx de t sur dt, plus la position. Alors là, j'ai explicité le courant en fonction de la position, uniquement de la position. De la position ainsi que des dérivés de la position. Et ce style d'équation, qui est une équation différentielle, parce qu'elle comporte une fonction et ses formes dérivées, est une équation du second degré, vraiment tout à fait standard, qui est souvent issue de ce style de calcul venant de la loi de Newton. La loi de Newton fournit souvent ce style de choses. Quand on l'applique à plein de systèmes, on obtient des équations différentielles de ce genre. Ici, le système est extrêmement simple et on obtient une équation extrêmement simple, équation différentielle du deuxième degré à coefficient constant. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Donc, ça rappelle les cours de terminale sur les équations différentielles. Et là, je pourrais la résoudre en x de t, obtenir peut-être des exponentielles ou des choses comme ça, ou des cosinus, des sinus, pour obtenir des choses. Mais je vais pas faire ça. Travailler dans le temps, quand il s'agit d'étudier des systèmes comme des haut-parleurs et tout ça, ça craint. C'est compliqué, c'est chiant, en général on ne le fait pas parce que c'est pas pratique, c'est pas intuitif, c'est bordélique de travailler avec des réponses impulsionnelles, c'est pas pratique du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui va nous faire passer dans un autre domaine. Alors cet outil, c'est la deuxième chose que j'ai explicité ici, c'est la transformée de Fourier. Alors, on ne va pas paniquer sur le fait d'utiliser un truc compliqué comme la transformée de Fourier, avec des intégrales, des exponentielles complexes et tout le tralala. En fait, on se moque complètement de ce qu'est la transformée de Fourier et comment on la calcule. La seule chose qui nous intéresse, c'est la suivante. C'est une fonction quelconque dans le temps à une fonction du côté fréquentiel qui lui est associée. On peut passer de l'une à l'autre, elles sont duales, elles existent en permanence. C'est-à-dire que les deux expliquent le système exactement de la même manière, sauf qu'une est explicitée de manière temporelle et l'autre est explicitée de manière fréquentielle. Ok ? Donc, le principe ici, ce serait de non pas travailler dans le domaine temporel, parce que c'est chiant à utiliser, mais de travailler plutôt dans le domaine fréquentiel, sur quelque chose qu'on connaît beaucoup mieux, qui sont des fonctions de transfert, les courbes de réponse, des choses comme ça. Ici, la fonction fréquentielle utilise une variable que je nomme P ici, qui est J oméga. J étant le nombre complexe I mathématique, on utilise J en physique pour éviter de le confondre avec le courant. C'est-à-dire que c'est une fonction fréquentielle complexe. Pourquoi elle est complexe? Tout simplement parce qu'elle contient à la fois l'amplitude et la phase du système. Donc, c'est qu'un outil mathématique. Il ne faut pas dire « Oh là, c'est super compliqué parce qu'il y a des nombres complexes ». Simplement, c'est une manière facile d'écrire des choses qui contiennent à la fois une amplitude et une phase. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir qu'une fonction temporelle a de l'autre côté une fonction tout à fait équivalente qui contient exactement la même information, mais du côté fréquentiel. Ça, c'est la première chose qui nous intéresse. Passer de l'une à l'autre, on s'en fout, c'est pas notre sujet. C'est pas notre problème là. Ce qui nous intéresse, c'est que les deux existent et sont totalement équivalentes. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quelques propriétés de la transformée de Fourier. Si on a une fonction temporelle qui a son pendant côté fréquentiel,
On connaît la dérivée de cette fonction temporelle côté fréquentiel. On connaît sa dérivée énième temporelle du côté fréquentiel. C'est explicité ici. La dérivée énième d'une fonction côté temporel donne p puissance n fois la fonction elle-même côté fréquentiel. C'est-à-dire que la dérivation passée par une transformée de Fourier était une opération extrêmement simple. Elle fournit un résultat très très simple. C'est simplement p puissance n fois la fonction de départ. Et ça, on voit tout de suite que dans le cas d'une équation différentielle, c'est très facile à utiliser. Et ça colle exactement avec ce qu'on a là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux fonctions qui varient avec le temps, le courant et la position. Alors, selon la loi de la transformée de Fourier qui est applicable ici, il existe deux fonctions que je vais mettre en majuscule, i de p et le déplacement grand X de p, qui sont les pendants des petits i de t et petit x de t. Simplement ici, je vais passer par une transformée de Fourier. Voilà. Donc, on va simplement appliquer les quelques formules nécessaires pour faire la transformation, qui sont donc celles que j'ai données ici, qui sont la formule à dérivée, ainsi que la formule de base qui fait que la transformée de Fourier est une opération linéaire, c'est-à-dire une constante fois la fonction, côté temps, donne la même constante fois la fonction côté fréquence. Ce qui nous permet d'appliquer avec ces constantes ici, qui ne sont pas dépendantes du temps, qui vont, elles, rester telles quelles lorsqu'on va faire la transformation. Alors, voyons voir un peu, on va passer en fréquence cette chose. Qu'est-ce que ça va donner? BL, c'est une constante. Donc ça reste ici. Grand I de P. Je note toujours P, c'est J oméga ou c'est 2 pi F J, la fréquence. Pour ça, c'est une variable fréquentielle. BLI de P égale M, qui est une constante, elle reste. D2x sur dt2, qu'est-ce que c'est? C'est, ici sur la formule, c'est N est égal à 2 ici. Donc ça fait P carré grand X de P. C'est vraiment très très facile. Ici, ça sera plus Rm qui est une constante. Dx sur dt devient P, x de P. Et ici, plus K, constante, x de t devient grand X de P. Voilà. Donc, cette loi qui régit côté temporel a un équivalent côté fréquentiel qui est cette loi. Les deux veulent dire exactement la même chose, sauf qu'on a fait un changement de variable. On est passé du temps en fréquence. La transformée de Fourier est beaucoup plus universelle qu'on ne le pense. Elle est souvent utilisée pour résoudre des équations différentielles, parce qu'elle permet d'appliquer à des formules plus simples, des règles algébriques ou des règles de manipulation de formules, et après de revenir dans le domaine temporel pour trouver les solutions, parce que souvent, c'est plus simple de faire comme ça. Bon, ici, on va rester dans le domaine fréquentiel parce que ce qui nous intéresse après, c'est la transformée de Linkowitz. Et Linkowitz, c'est du filtrage, c'est toutes ces choses-là. On se retrouve avec des fonctions de transfert, on travaille en fréquence et tout ça. Donc, on va rester dans ce monde ici. On quitte complètement le monde temporel et on repasse directement dans le monde fréquentiel. Je vais ranger ça un petit peu en le mettant sous la forme d'une fonction de transfert. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction de transfert? C'est la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée, et ça donne comment elles sont régies l'une à l'autre. Quelle est la tension de sortie? C'est x de p, c'est le déplacement de la membrane. Il ne faut pas oublier, x de p, c'est le déplacement de la membrane. Par rapport, la variable d'entrée, c'est le I, le courant de P. Et qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne BL, on va prendre BL, divisé par MP carré plus RMP plus K. Voilà. C'est la fonction de transfert du système. C'est au sens fonction de transfert d'un filtre quelconque, une chose comme ça. C'est grandeur de sortie sur grandeur d'entrée est égal à un gain, ici, BL, disons une constante devant, sur un dénominateur en P, en fréquence, ici du deuxième ordre. Parce que ici, on a une fréquence au carré. Mais ça ressemble effectivement à une fonction de transfert du deuxième ordre. J'irais même à ici un passe-bas du deuxième ordre. Alors, quelle est la forme générale d'un passe-bas du deuxième ordre?
Ça, de toute façon, dans ce blog, on va rencontrer d'une manière récurrente ce style de formulation. Une fonction de transfert passe-bas, on peut la mettre sous la forme d'un gain, divisé par P sur oméga 0 carré, P carré sur oméga 0 carré, plus P sur Q oméga 0, plus 1. Oméga 0 et Q sont des données qui définissent cette fonction de transfert du deuxième ordre. Q étant le coefficient de qualité et oméga 0 étant la pulsation propre du système. Okay. Ça, c'est la formulation générale. Pour un ordre n, ce sera du P puissance n sur certains oméga qui peuvent être multiples, et des coefficients de qualité qui peuvent être multiples aussi. Hein, mais on se retrouve finalement sous la forme d'un ratio entre deux polynômes en P. Ici, on a le cas du passe-bas du deuxième ordre, donc on a ici une constante et cette chose en dessous. Par analogie, on peut mettre ça sous cette forme-là. Et après, faire par analogie, retrouver quel est le facteur de qualité et quel est oméga 0. Ici, ce qui nous intéresse pour faire une analogie, c'est que on va essayer d'obtenir 1 là. Alors pour obtenir 1, on va diviser par k en haut et en bas. Et ça va donner quoi? Ça va être du BL sur K, qui va être le truc d'en haut. Ça va être le gain truc d'en haut. Et en dessous, on va voir 1 sur plus 1. Ici, ça va être Rm sur K, P, plus M sur K, P2. Voilà. Donc, si on fait simplement par analogie entre la formule générale au-dessus et la formule en dessous, ben, on peut tout de suite trouver le oméga 0 et la valeur de Q. Simplement, oméga 0, ça vaut ici carré égale K sur M. Et Q oméga 0 valant K sur Rm, on va tout de suite obtenir Q égale, alors oméga 0 ça va être racine de K sur M, et Q ça va être divisé par oméga 0, ça fait M racine en haut, ça fait racine de Km sur Rm. Donc voilà les données du système. Oméga 0 qui dépend de la raideur des suspensions et de l'air, et de la masse du système. La masse du système, si le haut-parleur était dans le vide, ce serait la masse de la membrane. Mais dans l'air, c'est aussi un peu l'air qui enrobe la membrane, qui joue un peu le rôle d'une masse additionnelle. Mais c'est la masse totale du système. C'est une formule qu'on retrouve assez souvent, c'est la formule du ressort. Et le coefficient de qualité, lui, dépend de K sur M, mais aussi des pertes visqueuses. Et c'est lui qui définit le fait que le haut-parleur, à la fréquence de résonance, aura tendance à avoir des surtensions ou pas. C'est un système oscillatoire vraiment très très simple. Ok? Donc, ce qu'on vient de trouver là, c'est simplement le déplacement de la membrane en fonction de la fréquence et des grandeurs caractéristiques de cette loi qui n'est qu'une fonction de transfert passe-bas du premier ordre. Okay. Donc je vais renoter les grandeurs telles qu'elles sont calculées. Je vais les renoter en haut. J'ai noté les formules. Ça va être x de p sur i de p est égal à bl sur k 1 sur ici bon ça va être m sur k p carré plus rm sur k p plus 1 et les valeurs oméga 0 égale racine de k sur m et q c'est racine de km sur rm. Alors Rm c'est indice M, c'est pas la masse, hein, là c'est R petit. Ok. Donc ça c'est le résultat simplement du mouvement de la membrane. Ça donne quoi ça? Si on trace. Je trace que l'amplitude. La phase, elle en est déduite. C'est une fonction de transfert de deuxième ordre, passe-bas, c'est archi classique. La fonction de transfert a cette forme-là, d'une manière générale. Ça peut être aussi ça. Hein.
Ici, on va avoir une valeur oméga 0, quelque part ici. Ici, ça va avoir une valeur à une fréquence, on va dire, égale à 0. On va avoir une valeur. Cette valeur, on continue. Et ici, la courbe descend d'un ordre 2, donc 12 décibels par octave. Le déplacement de la membrane suit une fonction passe-bas du deuxième ordre avec une fréquence propre oméga 0 et un coefficient de qualité qui influe sur le fait que autour de oméga 0, on va avoir une bosse ou un amortissement plus important. Alors, la valeur ici à 0, c'est le gain du système. Ici, c'est le BL sur K. Donc, si ici je suis en décibels, ça va être du 20 log de BL sur K, quelque chose comme ça. Bon, si on prend 1 comme référence. Qu'est-ce que c'est cette valeur? C'est la valeur, ce déplacement correspond à ce qui se passe si on met une pile sur le haut-parleur. C'est un déplacement fixe qui correspond au courant qui est mis dans le haut-parleur. Et le déplacement de la membrane correspond à ça. C'est la valeur à 0. Autour de la fréquence de résonance du système, en fait, on voit bien que c'est un système masse-ressort. C'est un système qui a tendance à osciller à une fréquence propre. S'il n'est pas trop amorti, on voit des allers-retours de la membrane avant de revenir en position d'équilibre. C'est un système qui a tendance à osciller facilement dans cette zone-là. Cette fréquence qui est typique du système, c'est oméga 0. Donc si le système n'est pas fortement amorti, il aura tendance à accumuler de l'énergie à cette fréquence et avoir plus de niveaux. Et on le voit, ce haut-parleur à l'air libre, si on a un générateur BF, on voit que la membrane accélère et puis son amplitude augmente et redescend. Pour les haut-parleurs peu amortis, on se retrouve dans cette condition-là. Et le haut-parleur en lui-même, c'est un système simplement masse-ressort, avec la fréquence, son amplitude diminue au deuxième ordre. Voilà. Bon, le but, c'est pas non plus de faire une description complète des fonctions du deuxième ordre. Voilà, ça c'est le débattement du haut-parleur. Maintenant, le débattement du haut-parleur, on s'en tape un peu parce que ça ne dit pas grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est quoi le niveau sonore? Qu'est-ce qui sort le haut-parleur? Qu'est-ce qui arrive à nos oreilles? Alors, on a besoin pour ça de faire le lien entre le débattement de la membrane et le niveau sonore qui en résulte. Alors, on va utiliser une formule qui est applicable dans un cas particulier, qui est applicable dans disons une surface plane qui vibre à une fréquence donnée, avec une amplitude donnée. Cette surface étant petite par rapport aux longueurs d'onde, ce qui évite d'avoir des problèmes de directivité de lobe qui pourraient se former si les longueurs d'onde ont des dimensions de l'ordre de la membrane qui émet. Comme on travaille sur des transformés de ligne QX, sur des haut-parleurs dans les basses fréquences, en général, on est dans des valeurs où le problème de l'évaluation du niveau sonore se simplifie fortement. Alors, j'ai mis ici la formule de pression sonore issue d'un déplacement et ainsi que d'autres paramètres. Alors, cette formule, ici, la pression, c'est la mesure de la pression, fournie. Ce n'est pas une puissance, c'est la formule d'une grandeur physique, comme le courant, comme le déplacement, c'est une donnée physique, c'est la pression acoustique en fonction x qui est le déplacement de la membrane, ρ qui est la densité de l'air, la surface de la membrane, donc c'est proportionnel au déplacement, c'est proportionnel à la surface, jusque-là ça paraît tout à fait intuitif, et divisé par 2 pi r étant la distance. Plus on s'éloigne, plus le niveau baisse. Et c'est aussi proportionnel au carré de la fréquence, pour des raisons diverses qu'on retrouve dans le... Bon, je ne vais pas démontrer cette formule-là, ce n'est pas non plus le but. Mais disons, on a un lien entre la puissance acoustique reçue, le déplacement de la membrane et la fréquence. Donc, ça nous permet de passer de ça à qu'est-ce qu'on entend au niveau de l'oreille. Hein? Qu'est-ce que ça sort au niveau pression sonore. Alors, ça, c'est assez particulier parce que la fréquence est élevée au carré, alors que le déplacement, lui, est simplement élevé à la puissance 1 pour
une pression acoustique donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut avoir une pression sonore constante, si la fréquence double, okay, on est obligé de diviser par 4 le débattement, okay, pour avoir une pression sonore constante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour une pression sonore constante, le déplacement de la membrane doit suivre une loi du deuxième ordre. Elle doit, si la fréquence varie, par exemple de 2, le débattement doit diminuer de 4 à cause du carré de la formule. Donc, une pression sonore constante impose un déplacement de membrane qui varie comme une fonction du deuxième ordre. Okay? Ça veut dire que ma pression sonore, que je considère ici constante, correspond à un déplacement qui suit cette loi-là. Donc, passer du déplacement à la pression sonore, ensuite prendre la courbe et la basculer de l'inverse d'un deuxième ordre. Ça correspondant à ça, ben simplement, bon, il suffit de faire basculer. Alors, ben, on applique exactement la même manipulation à ça. Si on veut obtenir quel est le niveau sonore de quelque chose qui se déplace selon cette loi-là, ben, on fait comme ça. Ça, c'est pour quelque chose de constant. Comme j'ai ça, eh ben, il suffit de prendre ça et le basculer. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais basculer ce truc-là de telle sorte qu'on redresse pour compenser une chute du deuxième ordre? Ben, ça, c'est du deuxième ordre. Dans ce sens-là, si je bascule comme ça va devenir horizontal. Ça tend à devenir horizontal. Ah ben, comme je bascule comme ça va tendre à être du deuxième ordre dans ce sens-là. Puis au milieu, comme il y a une bosse, ben, la bosse, elle va simplement basculer. Ben, on va avoir une bosse comme ça, comme ça. Alors ça, c'est vraiment une version géométrique de comment on passe de ça au volume, sachant que la fonction, elle, suit une loi quadratique au niveau de la pression sonore. Donc c'est vraiment une manipulation géométrique, c'est-à-dire qu'on passe d'une fonction passe-bas en déplacement à une fonction passe-haut en niveau sonore. Et c'est ce qu'on obtient d'un haut-parleur, d'un enceinte close, un système du deuxième ordre. Hein, avec ses caractéristiques particulières, coefficient de qualité, une fréquence propre, qui est la fréquence propre de l'enceinte, hein, qui contient, le K, lui, contient à la fois les raideurs de suspension et la raideur de l'air qu'il y a dedans. Il contient aussi l'enceinte elle-même dans son évaluation. La masse contient la masse de la membrane plus la masse de l'air autour. Le RM, lui, contient toutes les forces de viscosité qui viennent se faire ce système. Et on obtient un système du deuxième ordre qui est l'enceinte close. Qui est, elle, comme c'est un passe-haut, ce sera une formule du style P carré sur oméga 0 carré divisé par P carré sur oméga 0 carré plus P sur oméga 0 Q plus 1. Ça, c'est la formulation au niveau de l'émission sonore. Voilà. Donc, on a retrouvé dans une enceinte close la fonction de transfert qui est une simple fonction de transfert passe-haut du deuxième ordre. Ok. Donc, on est arrivé au résultat et c'est de là qu'on pourra en déduire à quoi veut bien servir la transformée de Linkowitz. Alors, avant de passer à cette chose, le passage à quoi sert la transformée de Linkowitz dans ce cas de figure, il y a quand même quelques remarques à faire ici. La première remarque, c'est que le coefficient de qualité ici est purement mécanique. Pourquoi? Il n'y a pas ici ces coefficients de qualité totale, coefficient de qualité mécanique, coefficient de qualité électrique. Pourquoi je n'ai que le coefficient de qualité mécanique? Pour une raison simple, c'est que ici j'attaque le haut-parleur en courant. Donc le générateur fournit toujours le même courant. Ok? Donc il n'y a pas de notion de force contre-électromotrice. Parce qu'on fait de telle sorte qu'elle est compensée par le générateur lui-même. Quand on attaque un haut-parleur avec un ampli en tension, ce qui va se passer, c'est que là, le courant, lui, va varier en fonction de la fréquence, pour la simple et bonne raison que la membrane, elle va bouger, et donc la bobine mobile va bouger dans un champ magnétique. Et le mouvement d'une bobine dans un champ magnétique
dans laquelle circule un courant va fournir, à cause du mouvement, un courant inverse qui va s'opposer au déplacement. Donc, quand on va attaquer avec un ampli de tension, va se superposer au courant émis par l'ampli, un courant dû au mouvement de la membrane qui va faire que la composition des deux va faire baisser le courant dans le système. Et vu l'ampli, simplement, ça veut dire que l'impédance du système va monter. Et ça, c'est relié à quoi? C'est relié à une seule chose, la vitesse du déplacement. Quand est-ce que la vitesse du déplacement est élevée? C'est simplement quand, par exemple, l'amplitude du mouvement est élevée, pour une fréquence donnée. Plus l'amplitude est élevée, plus la vitesse de la membrane est élevée. Et donc, plus la force électromotrice sera élevée, donc moins le courant sera important. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ici, c'est là que je vais avoir le plus de déplacement. Et c'est donc ici que je vais avoir une impédance qui va monter. Parce que c'est là que la force de Lorentz, c'est son nom pour cette propriété-là, la force de Lorentz va être la plus importante et donc va diminuer le courant du système. Okay. Et de proche en proche, ici, le déplacement variant par le carré de la fréquence, diminuant par le carré de la fréquence, et ici, l'effet va baisser parce que simplement, la vitesse, elle, est proportionnelle à la fréquence. Simplement, la vitesse est proportionnelle à la fréquence, mais le déplacement, lui, décroît comme le carré de la fréquence. Donc ici, l'effet va être de plus en plus faible. Et en basse fréquence, la vitesse diminuant parce que la fréquence diminue, mais l'effet va devenir aussi de plus en plus faible. Donc on se retrouve avec une courbe qui va être un maximum à un endroit, puis qui va redescendre. Elle va descendre jusqu'au niveau le plus bas possible, qui est la résistance au continu, qui elle est carrément indépendante du système. Elle peut sortir du système. Alors, ici, ça ne change pas la logique de ça. Simplement, si ici j'étais passé en une forme de tension, genre I égale U sur une impédance électrique, et simplement j'aurais une force de viscosité supplémentaire due à la force de Lorentz. Ici, le Rm contiendrait à la fois les forces de viscosité mécanique du système et une espèce de force de viscosité équivalente à la loi de Lorentz. Ok? Et ça, simplement, un haut-parleur attaqué en tension se comporterait comme un autre haut-parleur attaqué en courant dont la force de viscosité contiendrait à la fois les problèmes mécaniques et le ralentissement dû à la force de Lorentz. Et on se retrouve de toute façon dans le cas d'une équation du deuxième degré, en impasse haut du deuxième degré, mais simplement il est différent. Donc le fait d'attaquer un haut-parleur en tension et au courant fournira deux fonctions de transfert du deuxième ordre. Mais ce seront toujours des deux fonctions de transfert du deuxième ordre. Quand il est attaqué en courant, on n'utilise que le coefficient de qualité mécanique. Quand il est utilisé en tension, le coefficient de qualité comprendra deux parties, la partie mécanique et la partie électrique qui a été incorporée dans les forces qui dépendent de la vitesse. Simplement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un coefficient de qualité total, Qt, qui est fait de telle sorte qu'on a ce qui est la composition coefficient électrique mécanique, coefficient électrique plus le coefficient mécanique. En fait, 1 sur Qt égale 1 sur Qn plus 1 sur Qe. Et voilà d'où viennent ces coefficients de qualité en fait. Ils viennent simplement du fait que les forces de viscosité sont constituées de deux choses, de la partie mécanique et de la partie électrique. Et pourquoi ça attaque le coefficient de qualité? Simplement parce que dans les formules, ce facteur, cette constante Rm, n'est que dans le facteur qualité. Ça ne touche pas à la fréquence mode du système qui ne dépend que de la masse et du coefficient de raideur. Voilà pourquoi, en fait, la seule chose qui change quand on passe en tension, c'est le facteur qualité du système. Ok? Voilà. Donc, on a vu là une chose, finalement, c'est que le haut-parleur d'un Janssen close, c'est un simple système mécanique avec une propriété électrique à côté, du deuxième ordre. Le déplacement est un passe bas du deuxième ordre et le niveau acoustique émis est un passe haut du deuxième ordre. Voilà. Alors, maintenant, je vais finir la démonstration là-dessus sur qu'est-ce que Linkwitz vient faire là-dedans. Mais l'idée de Linkwitz, c'est quoi?
Un haut-parleur, on voit ses caractéristiques sont vraiment liées avant tout à tout son côté mécanique. Ce sont des choses qu'on peut difficilement maîtriser ni modifier. On pourrait rajouter des masses ou des choses comme ça, mais on ne s'aventure pas trop à modifier les caractéristiques mécaniques du haut-parleur. Ok ? Quand il est dans une enceinte close, le volume de l'enceinte, donc les caractéristiques du volume d'air emprisonné dedans, va s'intégrer dans ces facteurs-là. Va donner un K qui va être un peu plus élevé, éventuellement des pertes supérieures au système. Ok ? Donc, le tout forme un système où on a assez peu de marge de manœuvre. On achète un haut-parleur, on le met dans une caisse, on obtient un truc. On obtient un système qui a un coefficient de qualité, on va dire, du haut-parleur dans son enceinte, QH et oméga H. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose de ça. C'est en fonction de ce qu'on a acheté, et puis voilà. Et bon, ok. Ça, ben, c'est ce qu'on a acheté en gros. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Parce que, par exemple, je me dis, je veux une fonction de transfert, mon résultat final, je veux une fonction de transfert, je veux que mon haut-parleur il descende à 20 Hz avec une courbe de Bessel. C'est quoi? C'est simplement, ça va être un deuxième ordre comme ça, avec un oméga 0 qu'on va dire à 2 pi 20, 40 pi, qui est 20 Hz. Et ici, je veux un coefficient de qualité que je connais, que je vais dire final, de 0,5. Voilà, je veux ça. Et de toute façon, il ne faut pas rêver, je veux ça, hors de question d'aller fouiller dans les catalogues pour dire je veux un haut-parleur qui va me donner ça avec un volume donné, c'est-à-dire que je peux calculer un volume pour lequel le haut-parleur fait ça. Ça n'existe pas. Il y a quasiment aucune chance d'obtenir ça. Un haut-parleur va fournir que certaines combinaisons possibles de volume et de coefficient de qualité et d'oméga 0. Ces facteurs-là ne sont pas libres. Et quand on achète un haut-parleur, on a le choix entre si je veux descendre, je vais me retrouver avec une surtension. Si je ne veux pas de surtension, je vais avoir une coupure basse qui n'est pas forcément celle que je veux. Et donc, en fait, si on s'est imposé un résultat qu'on voudrait de son enceinte, il n'y a quasiment aucune chance qu'on l'obtienne directement avec le haut-parleur. On ne trouvera pas ce qu'il nous faut. Alors, l'idée c'est quoi? C'est dire, bon, ben, j'ai un haut-parleur, il a une fonction de transfert de ce style. Donc ça va être P carré sur oméga H carré sur P carré sur oméga H carré plus P sur oméga H QH plus 1. Ça c'est le haut-parleur. C'est la fonction de transfert F de T. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Quand je la mets dans la caisse, j'ai ça. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est P carré sur oméga F carré. C'est la même chose avec du oméga F et du QF. Ça, c'est ce que je veux. C'est mon enceinte à 20 Hz avec son alignement de Bessel. Mais comment je passe de là à là? Je me dis, si je multiplie ça par cette quantité-là, que je note A, et que je divise par cette quantité-là, que je note B, je vais obtenir A sur B. Okay. Et plus, il me faut aussi ce bout-là, qui me permet de compenser le oméga H ici par le oméga F là. Donc ce qui va faire du fois oméga H carré sur oméga F carré. Okay. Si je fais ça, je vais tomber là-dessus. Alors on se dit, si électroniquement parlant, je pouvais faire une fonction de transfert qui au numérateur contient cette partie-là, au dénominateur contient cette partie-là, et avec un gain global du système qui est le rapport des deux fréquences propres du machin, d'un haut-parleur quelconque, dans une enceinte quelconque, je peux obtenir une fonction de transfert arbitraire que j'aurais décidé, à supposer que le haut-parleur puisse mécaniquement le faire. Et c'est là l'idée de la transformée de Linkwitz, c'est de pouvoir transformer une enceinte quelconque, à la limite on n'a même pas besoin de la calculer, ce qui compte c'est qu'à la fin on connaisse ces paramètres, il n'y en a que deux, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a que deux paramètres qui nous intéressent. Et à partir de là, je veux un résultat que je connais, qui lui aussi a deux paramètres, qui est QF et WF, oméga F, ça c'est ce que je veux. Et électroniquement parlant,
je fais une fonction de transfert qui va passer d'un système à l'autre. Simplement pas en envoyant l'inverse de ce qui m'embête, je vire ce qui m'embête, je l'annule. En fait, je fais une compensation dite de pôle. Ça, c'est les pôles. Le pôle de la fonction, les zéros de la fonction, c'est les pôles de la fonction. Je compense les pôles pour en remettre des nouveaux. Ou dit autrement, je compense le dénominateur et j'en remets à nouveau. C'est pareil. Et ça, électroniquement parlant, ça ne pose aucun problème. C'est une forme générale de fonction du deuxième ordre qui est un rapport AP2 plus BP plus C sur A'P2 plus B'P plus C'. C'est une forme générale de fonction de transfert qui est, dont on connaît certains cas spécifiques comme le passe haut qui est la version sans cette partie-là, le passe bas qui est la version sans cette partie-là, le passe-bande qui est une version comme ça, le coupe-bande qui est la version sans le truc. Enfin bon, on connaît quelques cas particuliers, mais on a une version ici générale. Et ça, on peut les fabriquer avec des ampli-op, avec des systèmes de filtrage. Et ça, cette manière, comment les fabriquer, comment trouver des différents schémas et différentes méthodes pour obtenir ça, c'est ce qu'on va étudier dans les prochains épisodes. Donc, là, j'ai simplement explicité l'origine de la transformée de Linkwitz, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle résout comme problème. Tout simplement, transformer une fonction de transfert en une autre. Tout ça avec quelques règles de mécanique de base, quelques maths de Fourier très très simples à comprendre et une formule de pression sonore. Bon, je pourrais préciser beaucoup plus de choses sur le haut-parleur et l'enceinte close, comme la courbe d'impédance et des choses comme ça, mais ce n'est pas trop le sujet là. Simplement, il était important de trouver que la fonction de transfert d'un haut-parleur en émission, c'est une fonction de transfert du deuxième ordre, un passe haut, et là on voit d'où ça vient. On voit quels sont les facteurs qui viennent interférer là-dedans. Et on voit qu'est-ce que Linkwitz a imaginé pour pouvoir obtenir quelque chose qu'on veut à partir de quelque chose qu'on a. Et comme les haut-parleurs et les contraintes, par exemple dimensionnelles d'une enceinte, peuvent nous imposer d'avoir une enceinte de telle taille avec tel haut-parleur, la transformée de Linkwitz est une possibilité pour convertir une enceinte qui ne nous convient pas en une enceinte qui nous convient complètement avec les caractéristiques qu'on voudrait. Alors c'est quelque chose de, on va dire, d'idéal. Tout n'est pas le plus beau dans le meilleur des mondes. Il y a certaines choses qui vont faire que la transformée de Linkwitz ne s'applique pas toujours, ou elle n'est pas toujours aussi précise qu'on voudrait. Ça, on l'étudiera dans les épisodes suivants. Mais en tout cas, c'est un moyen d'avoir des basses avec un peu d'électronique qu'on va étudier derrière. C'est un peu le sujet du blog aussi. Et ça nous permet de résoudre certains problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre autrement. Et ça nous permet de pouvoir peut-être accéder à un moyen de restituer des très très basses fréquences avec des volumes raisonnables, hein, dans des petites enceintes, et même pouvoir multiplier des caissons de graves de petite taille avec des haut-parleurs spécialement choisis pour pouvoir accepter la puissance nécessaire pour subir ces transformés, on verra pourquoi. Mais ça permet de trouver vraiment une méthode pour pouvoir gérer les basses dans son système, une méthode qui est assez universelle. Et si on maîtrise bien tous les paramètres et si on choisit bien ses composants, c'est une méthode simple et efficace pour avoir quelque chose qui fonctionne très très bien et qui est très facile à mettre en œuvre. Voilà, donc on passera du côté électronique et côté conception électronique de ça dans l'épisode numéro 2.